Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer d'analyser tous les noms associés au PSG sur le dossier de l'entraîneur. Fabrizio Romano a annoncé hier que tout était prêt au sein du club pour officialiser les licenciements de Leonardo et Mauricio Pochettino. J'espère que vous aussi vous l'êtes prêts avec le costard, le nœud papillon et le champagne parce que franchement c'est la libération enfin depuis le temps qu'on nous tisse ça, mais attention, les chantiers vont s'accélérer et là l'enjeu est énorme, surtout concernant l'entraîneur. On va pas se mentir, ça devient chiant. Le DS, bon, Luis Campos, pas de suspense depuis le début, mais là l'entraîneur, tout le monde est associé au club, ça devient un petit peu ridicule, on en a un petit peu marre, on a hâte que ce soit officiel pour que on puisse déjà accélérer sur le mercato, que l'entraîneur valide un petit peu les pistes, et puis qu'on en ait fini avec ce feuilleton de l'entraîneur sur le PSG, parce que là, c'est n'importe quoi. Je vais prendre l'exemple de Loïc Tanzi. Loïc Tanzi, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il est dépassé et lui-même le dit. Quand il parle, il n'a pas d'exclusivité. À chaque fois, c'est la confirmation d'informations qui sont parues précédemment dans d'autres médias. Il dit qu'il travaille beaucoup pour avoir des informations, mais qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'en avoir, notamment sur le dossier de l'entraîneur. Pourquoi ? D'abord parce que le dossier de l'entraîneur, c'est géré à Doha, donc c'est plus compliqué d'en avoir là-bas qu'au camp des loges. Et ensuite, on a eu un changement de directeur sportif. Déjà, aujourd'hui, on ne sait pas trop qui dirige, qui prend les décisions au sein du club. Et puis, avoir une information dans l'environnement Luis Campos, ça demande un changement de source par rapport à l'environnement Leonardo et tout ça, donc un temps d'adaptation sûrement dans le travail des journalistes. Dans tous les cas, j'ai dit que Loïc Tanzi était dépassé, c'est absolument pas une critique, c'est tout à son honneur de ne pas s'aventurer dans le jeu d'autres médias qui visent à associer tout le monde, associer tous les noms au club, et comme à un moment donné, il va y avoir une officialisation, il y aura forcément un nom de bon. Quand tu les mets tous, il y en aura forcément un, hop, loterie qui va arriver et tu vas pouvoir dire « ça y est, je l'avais ». Eh non, ça marche pas comme ça les gars, on vous a bien sûr grillé, tous les jours ça change. Hier, on a eu José Mourinho, Gallardo. Bon, moi, en tant qu'observateur, je continue à analyser, mais franchement, c'est un des dossiers qui me saoule le plus. Mbappé, ça m'avait gavé, j'avais arrêté d'en parler. Là, je suis à deux doigts d'arrêter les vidéos sur tous les entraîneurs qui sont associés au club, parce que ça devient un petit peu n'importe quoi, tout simplement. Gallardo, justement, entraîneur de River Plate, assez jeune. Pourquoi je fais une vidéo sur lui? Parce que le Parisien a annoncé que dans la shortlist, bon, il y a Christophe Galtier, on le sait tous, et il y a un entraîneur plus jeune. Gallardo est plus jeune, il a je crois 46 ou 47 ans. Et selon moi, cet entraîneur plus jeune, je crois qu'il y a d'autres sources qui en ont parlé, c'est soit lui, soit Conceição. Voilà, je pense que c'est un des deux, j'en vois pas d'autres après réflexion. Bon, on va analyser et on verra bien ce qui va se passer. Concernant Christophe Galtier, j'ai fait une vidéo sur lui. Il y a quelque chose qui a changé entre-temps. Dans ma vidéo, je disais, Galtier, c'est peut-être un entraîneur qui va nous refuser aussi. Parce que il a refusé Marseille, il a refusé Lyon, il n'est jamais allé à l'étranger. Pourtant, je pense que c'est pas les offres qui manquent. Il a la reconnaissance en France, peut-être qu'il l'a aussi un petit peu à l'étranger au sein des clubs. Et je me dis, bon, Lille, le projet Ineos à Nice, Saint-Etienne, peut-être, c'est pas quelqu'un qui manque d'ambition, mais peut-être quelqu'un qui n'a pas très envie de se mouiller, de prendre un gros banc avec vraiment un aspect médiatique et un environnement très lourd sur les épaules. Mais ça a été un petit peu contredit. Je le pensais sincèrement quand j'ai fait ma vidéo. Et depuis, dans les médias, on dit que Christophe Galtier est justement tout simplement intéressé par le projet parisien et veut venir. Et du coup, ça justifierait un petit peu toutes les infos qui paraissent dans la presse. Si tu réfléchis bien, tu te dis, c'est forcément l'entourage de Galtier qui fait fuiter tout ça. Pourquoi ? Un, pour prendre la température auprès de l'opinion publique, savoir un petit peu ce que les supporters parisiens ou le foot français pensent de la piste Galtier au PSG. Et deux, faire le forcing tout simplement auprès du club pour que ça se fasse. Parce que si Galtier nous veut, évidemment qu'il doit tout mettre en sa faveur pour que ça se fasse, tout simplement. Je le vois comme ça personnellement. Beaucoup d'infos sur Galtier parce que justement c'est lui qui les fait fuiter. Dans tous les cas, même Di Marzio a dit qu'il était en haut, tout en haut de la shortlist rédigée par Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ces derniers jours. Bref, on va revenir sur Gallardo. En fait, c'est une vidéo, anecdote, je vais vous la raconter. Au mois de mai, j'ai voyagé. Et donc, les 2-3 jours où j'étais chez moi, à chaque fois, je bossais comme un dingue toute la nuit pour faire les vidéos et les programmer sur mes voyages. J'avais préparé une vidéo sur Gallardo parce qu'à l'époque, l'équipe l'annonçait dans la liste. Vous savez, il y a 15 jours, ça parlait de Joachim Löw, Mota et Antonio Conte. Au final, aujourd'hui, c'est complètement éteint. Et l'équipe avait dit que Gallardo faisait partie de la shortlist avec les 3 autres. Du coup, j'avais préparé une vidéo. Et puis, en plein voyage... Je me suis réveillé un matin et je me suis dit, ouais mais non, la piste elle est complètement éteinte, il n'y a que l'équipe qui l'a sortie, vas-y supprime, ça sert à rien, c'est un petit peu une vidéo de trop. Là,
évidemment, ça s'est réactivé. Du coup, j'ai repris le brouillon et je réenregistre la vidéo une seconde fois. Puisque c'est Santi Aouna qui l'a annoncé ce week-end, réunion prévue avec le club pour parler d'une éventuelle arrivée pour l'entraîneur de River Plate. Problème, les médias argentins ont tout de suite un petit peu démenti parce qu'il ne partira pas avant décembre, soit la fin de son contrat. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Ça nous montre encore une fois que même sur un entraîneur hors Europe, qui n'est pas très médiatisé, et qui est tout simplement, pas un nom ultra sexy sur le papier, c'est compliqué de l'avoir tout de suite. Parce que là, à l'instant T, c'est quand même très très compliqué le marché des entraîneurs pour en trouver un. C'est comme José Mourinho, il a été associé au club, parce qu'on le sait très bien, Luis Campos lui doit une fière chandelle à José Mourinho. C'est lui qui lui a vraiment fait décoller sa carrière. Et aujourd'hui, Mourinho, il se retrouve à un moment donné, là, il reprend la Roma. Bon, alors il gagne une Coupe d'Europe, pas de problème, après Manchester United. Et il est un petit peu comme Conte. Il peine à retrouver un gros banc en fait. Donc les deux, ils se retrouvent à prendre des clubs par défaut. On va pas se mentir. Mourinho, la Roma, Antonio Conte, Tottenham, c'est un petit peu un choix par défaut, sachant que les deux aimeraient quand même reprendre des gros bancs pour montrer qu'ils sont pas cramés, tout simplement pour le plus haut niveau. Bref, une vidéo sur José Mourinho, je sais pas encore si je vais la faire. Parlons de Gallardo. Comme je disais, 46 ans, c'est un entraîneur jeune qui ne connaît pas l'Europe, puisqu'il il entraîne River Plate depuis 2014. Alors il a fait d'excellentes choses là-bas, un très très bon travail, et surtout il a une philosophie de jeu assez plaisante bien sûr. Donc déjà, première inconnue, en Coupe d'Europe, on ne sait pas ce que ça donne, et en Europe tout court aussi. Donc ça c'est compliqué quand on connaît le décalage entre le foot européen et le foot sud-américain, et surtout en fait la Ligue des Champions. Pour moi... ça m'embête de dire ça, parce que il y a 15 jours, je vous aurais dit, il faut absolument un coach qui a remporté la Ligue des Champions. Et là, quand tu vois les noms qui sont associés au club, en fait, tu baisses en exigence et tu te dis, il faut un coach qui a eu un bon parcours, au moins en Ligue des Champions. Au moins. Je prends les exemples de Tuchel et Pochettino qui viennent quand même, l'un avec une finale, l'autre avec un quart de finale, avec le Borussia Dortmund. C'est quand même pas rien par rapport à un Christophe Galtier ou justement un Gallardo, quand on connaît la particularité de la Ligue des Champions. Et ne venez pas me dire, ouais, mais il faut faire confiance à un coach, il faut se lancer, sinon le gratin du foot européen, ça ne changera jamais. Ouais, mais à un moment donné, là, on est quand même sur un projet qui commence à traîner, on va pas se mentir, le projet QSI, ça fait quand même 10 ans, une décennie, et on n'a toujours pas de Ligue des Champions, et surtout en fait, c'est pas ça le problème, c'est que on a déjà fait des erreurs avec les coachs, recruter des mecs qui n'avaient pas d'expérience et qui ont montré par la suite qu'ils n'avaient pas tout simplement la carrure pour gérer un environnement PSG. Pourquoi refaire les mêmes erreurs, tout simplement? Voilà, aujourd'hui, tu te retrouves face à un dilemme, c'est que le problème, là, en poste, en fait, t'as le pire entraîneur de l'RQSI. Un mec qui en a rien à branler, un mec qui n'a rien fait, même pas une série, je sais pas, d'une quinzaine de jours avec une philosophie de je ne sais quoi. Non, rien, c'est le néant total, Pochettino. Et surtout, il s'en fout, en fait. Il attend qu'une seule chose, c'est se casser. Il a jamais montré une once de motivation au PSG. Ses conférences de presse sont plates. Il s'est mis les supporters à dos. Faut le faire quand même, hein. Faut le faire d'être sifflé par tout le Parc des Princes quand t'es Pochettino. Le mec, il est arrivé, mais il avait un bouclier total juste parce que c'est un ancien joueur. Gallardo l'est aussi d'ailleurs. Ça peut nous faire penser à Pochettino, un entraîneur jeune qui est passé par le PSG dans les années 2000. Bref, je vais m'en étouffer parce que ce Pochettino, on a envie de le vomir. Bon, revenons sur Gallardo. Bon, il est passé au PSG en 2007, on le sait. Concernant le dispositif, la structure, tu peux parler de 4-4-2, de 4-3-3, de 4-2-3-1. Il a aussi touché au 3-5-2. Dans tous les cas, il est assez flexible. C'est un coach assez moderne dans cette dimension-là. C'est pas trop mal. Il n'a pas de système à proprement dit. Par contre, il y a une dimension très intéressante dans son jeu qui ressemble un petit peu à Pep Guardiola. Disons qu'il prend certains principes à Pep, d'autres à Jürgen Klopp. Il aime construire depuis l'arrière. Tout simplement, les passes courtes depuis le gardien en passant par la défense pour ensuite remonter au milieu de terrain. C'est pas quelqu'un qui va favoriser un jeu direct. C'est bien pour nos gardiens, quand on sait que Donnarumma et Keylor Navas n'ont pas un jeu au pied extraordinaire. Par contre, pour nos défenseurs centraux, c'est un petit peu moins bien. Alors, Kimpembe, cette saison, c'est son défaut. C'est vrai que Kimpembe, il faudrait peut-être qu'il passe un cap à un moment donné, parce que là, il est dans une forme de situation de confort, de je ne sais quoi, parce que cette saison, il m'a un petit peu énervé. Il prenait plus de risques à la relance.
c'est quelque chose qui est caractérisé. Alors oui, il a fait des erreurs parce qu'il prend des risques, mais je le répète assez souvent, moi, je suis tout de suite plus clément avec un joueur qui fait des erreurs en prenant des risques, plutôt qu'un joueur qui ne prend jamais de risques, en fait, pour le bien de son équipe, tout simplement. Et Kimpembe, aujourd'hui, à la relance, ça devient un petit peu compliqué, tout simplement parce qu'il ne prend pas de risques. Marquinhos, les ballons pieds en rupture, on sait qu'il les maîtrise. Et puis Sergio Ramos, bon, s'il daigne revenir, évidemment que son jeu au pied, là, c'est quelque chose qui change clairement la face de l'équipe, tout simplement. Pourquoi il veut partir vers l'arrière, ce jeune Gallardo? Pour attirer l'adversaire dans une zone, mettre beaucoup de densité et ensuite favoriser les renversements de jeu. Alors là, vous savez que c'est mon terrain, je suis conquis absolument et j'en ai fait la propagande pendant toute la saison. Les renversements de jeu, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument développer au PSG, en Ligue 1 avant tout. Et c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Celui qui l'a le mieux fait cette saison, pour moi, c'est Sergio Ramos. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on l'a très peu vu, mais c'est quelqu'un, voilà, qui le faisait très rapidement, une touche transversale. Ensuite, tu as Paredes. Lui, je trouvais qu'il est un petit peu paresseux, quoi. Hein. C'est Leandro la paresse. Mais dans tous les cas, il faisait un petit peu la touche de trop à chaque fois. Herrera, en septembre, le faisait pas trop mal. Et sinon, il n'y a personne, en fait, qui le fait. Marco Verratti, les transversales, bon, c'est pas trop son truc. Di Maria, parfois. Mais Di Maria, c'était plus haut sur le terrain et c'était d'une position très excentrée, en fait. C'est pas le genre de transversal dont je veux parler. Mais sinon, il n'y a personne qui en faisait. Donc c'est pour ça que par exemple un Paul Pogba, ça peut être une dimension de son jeu très intéressante. Les ballons téléguidés qu'il est capable d'envoyer de n'importe où jusqu'à n'importe où sur le terrain, tout simplement. Donc les renversements de jeu, en Ligue 1 on sait très bien contre les blocs resserrés qui viennent surtout te défendre en 1 contre 1, te martyriser physiquement dès que tu touches le ballon, te laisse aucun espace, pas le temps pour te retourner. Tout de suite, surtout en plus quand tu as des latéraux, non, pas d'ailier du coup, mais des latéraux comme Nuno Mendes et Achraf Hakimi, il faut en profiter. C'est quelque chose qui les valoriserait. Et puis surtout cet été, par exemple, si tu recrutes un Ousmane Dembélé, voilà, c'est décuplé complètement, quoi, les renversements de jeu. C'est super pour lui, Ousmane, quoi. Mais bon, c'est une piste pareille, ça, qui s'est un petit peu refroidie. Après, j'ai envie de vous dire, pour toutes les pistes qui se refroidissent un petit peu en ce moment, j'ai envie de vous répondre... ça peut repartir du jour au lendemain, quoi. Parce qu'on sait très bien que là, au sein du club, on se concentre sur l'entraîneur, on attend l'officialisation de Luis Campos, et surtout, en fait, tout le monde le sait, Nasser est pris par un empêchement personnel. Donc, Luis Campos a beau travailler sur tout et n'importe quoi, il ne pourra pas finaliser ses dossiers. C'est Nasser qui a le dernier mot, tout simplement. Donc là, voilà, en plus de gérer la transition avec Leonardo. Donc là, c'est un petit peu compliqué, tout simplement. Donc voilà. Apporter la supériorité numérique dans une zone pour aller en chercher une autre. En général, il cherche l'axe, il aime bien mettre de la densité dans l'axe, avec l'animation à la Guardiola, comme je le disais. Ça, j'ai répété dans plusieurs vidéos, vous la connaissez cette fameuse animation. Ailier, milieu qui se projette dans le demi-espace, neuf, même si c'est un grand mot avec Guardiola, quoique ils ont recruté Haaland. Milieu qui se projette dans le demi-espace, et ailier. Ou latéral, puisque pour nous au PSG du coup ce serait plus les latéraux, sachant qu'on n'a personne en profil d'ailier pur capable de vraiment coller la ligne. Neymar revient dans l'axe, Kylian Mbappé idem, Draxler à la limite, mais il t'a encore pondu une saison cataclysmique. Donc comptons les latéraux et les milieux qui se projettent, là du coup tu peux plus envisager un Neymar ou un Mbappé parce que c'est pas Danilo qui va aller dans le demi-espace. Marco Verratti, quand il y va, c'est à chaque fois pour privilégier la passe plutôt que le tir. Donc évidemment, il devient plus que prévisible pour l'adversaire et du coup facile à défendre. Et puis pour ce qui est du numéro 9, là, on aura toujours quelqu'un, mais c'est plus une question de profil en fait. Avoir un vrai numéro 9 capable de jouer en pivot, pour moi, ça doit être une priorité cet été pour le mercato. Mais il y en a d'autres qui passent avant. Donc voilà un petit peu l'animation des équipes de Gallardo. La défense. Maintenant, je décrirais sa capacité à défendre, en fait. Lui, il pense pas à défendre avant tout, en fait. Pour lui, c'est la défense, c'est même avant la perte de balle, en fait. Parce qu'il veut absolument éviter les contre-attaques en mettant beaucoup de densité autour du ballon quand tu l'as et quand tu l'as pas, tout simplement. Contre-pressing, ça, il le prend de Jürgen Klopp. Avec lui, tu mets de l'intensité sans ballon. Pareil, au PSG... tu sais pas si les joueurs vont adhérer à ça en fait, hein, et puis tu sais très bien que en Ligue 1 ils le feront jamais, et en Ligue des Champions, c'est quand ils l'ont décidé, tout simplement. Mais dans tous les cas, densité autour du ballon pour éviter que l'adversaire nous prenne en contre, et quand tu perds le ballon, du coup, t'es suffisamment pour encercler le porteur
et lui laisser aucun espace, aucun angle de passe et aucun timing, évidemment, pour assurer l'exécution technique de ce qu'il voudrait faire. Bref, dans tous les cas, voilà comment ces équipes jouent. Petit défaut, la gestion de la profondeur. Ça, c'est un gros bémol parce qu'au PSG, c'est quelque chose qui existe déjà. Hein, on sait très bien que nous, défensivement, il faut s'améliorer sur les coups de pied arrêtés, sur la gestion des centres et la gestion de la profondeur. Gallardo, c'est un petit peu le défaut de son River Plate. La gestion de la profondeur, par moment, par exemple, les orientations du corps sont mauvaises. Il délaisse un petit peu certains aspects, l'alignement aussi. Donc ça, c'est vrai que nuance, ça coince un petit peu. Et puis surtout, il fait pas de marquage en zone en fait. Pour lui, c'est vraiment du 1 contre 1. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à envisager au PSG parce que le 1 contre 1, c'est quelque chose qui demande une équipe 11 joueurs. Et dès qu'il y en a un qui lâche, c'est tous les autres qui en pâtissent. C'est ça le problème. Et au PSG, quand tu vois les trois de devant, tu te dis, est-ce qu'ils sont capables de faire un bloc de 11 ou est-ce qu'on va rester sur ce fameux 7+3 qui caractérise le PSG depuis le début de l'RQSI. Aucun entraîneur a réussi à faire du PSG une équipe, un bloc compact. À part sur certains pics de forme et de performance en Ligue des Champions. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est quand même un petit peu de régularité, quoi. Du beau football tous les week-ends. Donc ça, c'est un peu compliqué. Le 1 contre 1 à envisager au PSG, je suis assez sceptique. Et puis, on notera aussi, c'est un entraîneur jeune, flexibilité tactique. Il est capable de changer de système à mi-temps. Évidemment, ça demande de l'humilité, aussi du pragmatisme. Il l'a. Donc ça, voilà un petit peu la philosophie de jeu de Gallardo. J'espère que voilà, vous êtes capable de vous faire un petit avis, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est hors Europe. Ça peut interroger tout simplement. Moi, je trouve que c'est sexy, hein, voilà, les philosophies aujourd'hui. De toute façon, la tactique, c'est super développé. Les mecs, ça y est, ils ont des idées et tout ça. Ils les appliquent surtout bien dans leur club respectif. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, au PSG, je fais pas non plus partie des gens qui disent oh, la tactique, on s'en fout, il faut quelqu'un, un meneur d'hommes capable de gérer le vestiaire avant tout. Oh, non, je suis pas non plus à cette... Je trouve que ça, c'est un petit peu une position extrême. Non, je suis un petit peu plus entre les deux. Voilà, bien sûr que j'aimerais quelqu'un, en fait, qui sait gérer les égos, mais qui surtout l'a déjà montré. En remportant la Ligue des Champions, en gérant un grand vestiaire tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude en fait, à chaque fois c'est la même chose, vous l'avez compris mon analyse, entraîneur avec beaucoup trop d'inconnus pour le PSG. Et vraiment, je crois que là, c'est compliqué. C'est compliqué. À moins que on va nous sortir Zidane du chapeau, je vois vraiment personne en fait. Il y aura une inconnue à chaque fois, en fait. Vraiment, ce sera un dossier un petit peu délicat, cette histoire d'entraîneur. Je suis un petit peu sceptique. Après, un bon mercato, on le sait très bien, peut sauver la mise. Et puis, voilà, la saison prochaine, ça va bouger. Pep Guardiola en fin de contrat avec City, même si, il l'a dit, il veut reprendre une sélection. Il y a le Brésil qui l'attend et qui l'aimerait surtout. Zidane, si la Coupe de France, par exemple, fait un gros parcours en Coupe du Monde avec Deschamps est prolongé. Antonio Conte à Tottenham, en général, il fait pas long feu dans ses clubs, donc en fin de saison prochaine, bon, à moins qu'il y ait un aboutissement, qu'il ait enfin réussi à faire gagner à ce club une coupe. Bon, bref, j'espère que ça va se décanter très vite et qu'on va avoir une bonne surprise. Ciao les amis, et surtout, prenez soin de vous avant tout.